Monsieur Plancard-Dassac. Bonjour Blandine. Bonjour Monsieur Plancard-Dassac. Bonjour Jean. Alors nous avons le plaisir de pouvoir faire votre interview aujourd'hui, interview de novembre 2017, par une première question sur la France qui va concerner Emmanuel Macron. Alors que pensez-vous du décor devant lequel Emmanuel Macron a réuni les journalistes pour son grand entretien du 15 octobre sur TF1 et LCI? Eh bien c'est très révélateur et ça rejoint ce que l'on savait déjà de lui, comme quoi il est franc-maçon. Rappelez-vous qu'il avait fêté sa victoire au présidentiel devant la pyramide du Louvre, donc c'était déjà tout un symbole. Mais alors là, il a fait vraiment très fort, parce que quand on examine le détail du drapeau français qu'il a derrière lui lors de cet entretien, il y a un certain nombre de symboles qui sont révélateurs. Alors il y a tout. Il y a trois choses, entre autres. Il y a le pentagramme, qui est un symbole sataniste. Il y a la rose, qui est la rose des Rose-Croix, qui est une des plus anciennes structures maçonniques. Et il y a quelque chose qui ressemble étrangement au Baphomet, qui est aussi un symbole sataniste français d'ailleurs, qui est l'image qui est dans mon livre La maçonnerie française à la fin. Enfermé dans un pentacle apparemment. Voilà, exactement. Donc vous avez là trois symboles, maçonniques, satanistes, lucifériens. S'il a ça dans son bureau derrière lui pour cet entretien, c'est pas par hasard. C'est pas un ignorant. On sait que c'est pas un ignorant puisqu'il a tenu à fêter sa fête de victoire devant la pyramide du Louvre. Donc tout ça, ce sont des symboles par lesquels il montre son allégeance et son accord avec ces structures-là. Voilà. Et voilà pour quel individu, directement ou indirectement, toute une bande de crétins de nos milieux ont voté pour. Et je ne décolère pas contre eux. Alors la question suivante, Emmanuel Macron fait passer la loi sur l'ISF, ce qui provoque pas mal de remous. Pourquoi quel est votre avis Parce que c'est deux poids et deux mesures. Alors, et ça, je l'ai signalé déjà depuis longtemps, puisque c'est une chose qui était déjà dans son programme et qu'il applique. Alors, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il supprime l'ISF pour les avoirs en banque, mais il maintient ça pour l'immobilier. Donc, tous les Français qui ont, par héritage ou parce qu'ils ont eu davantage confiance de mettre leurs avoirs dans de l'immobilier, sont pénalisés par cette loi-là. Donc, c'est eux qui vont devoir pallier la suppression de l'ISF sur les avoirs en banque. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour pousser les Français à vendre leurs biens et se mettre en banque. Jusqu'au prochain crash, et une fois de plus, ils seront ruinés. Donc tout ça est calculé méticuleusement, c'est pas par hasard. C'est le système économico-plutocratique, maçonnique, etc., ce qu'il y a derrière encore, qui est en marche. Tous les moyens sont bons pour faire rentrer de l'argent dans les banques qui ont des déficits abyssaux. Les Français ne se rendent pas compte, ce sont des vaches et on les traite. Et apparemment, ils aiment ça. Hein. Ils ne comprennent pas. On aurait plus de 2200 milliards de dettes rien que pour la France, je crois. Ah ben de toute façon, tiens, où est-ce qu'il est le... Vous l'avez là en dessous. Tenez. Que j'avais montré, c'est dans le Figaro, je crois, d'hier, le Figaro économique d'hier. Déficit, la France, lanterne rouge de l'Europe. Ben, il est au pouvoir depuis 6 mois. Avant, il était ministre de l'économie. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il a foutu, cet individu? Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Chose aussi intéressante, qui confirme cette information, c'est que maintenant, il n'y aura plus de publication mensuelle des chiffres du chômage. Ça veut dire quoi? On n'arrive plus à les truquer, donc il faut mieux pas le publier. Ça veut dire quoi? Donc voilà, c'est de l'enfumage permanent. On vous dit, ça s'améliore, la méthode Coué, ça s'améliore, croyez-moi, je suis le Messie, etc., etc. En effet. Alors, on va passer à une question sur l'armée concernant justement la rétrogradation de l'amiral Bernard Rogel. Donc l'amiral Bernard Rogel, 61 ans, chef de l'état-major particulier d'Emmanuel Macron, en remplacement du général Pugat, devenu grand chancelier de la Légion d'honneur, a été rétrogradé, sans tambour ni trompette, dans la hiérarchie des collaborateurs élyséens. Alors, quelle est votre analyse?
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la raison profonde de cette décision. Je pense que Macron a un compte à régler avec l'armée. Je ne sais pas pourquoi. Cela rejoint l'attitude qu'il a eue très offensante vis-à-vis du général de Villiers, qui avait fait son travail en tant que chef d'état-major, d'alerter sur le manque de moyens de l'armée, qui fait que périodiquement, il y a des soldats français qui meurent sur le terrain parce qu'ils ont un matériel qui est plus que usé, inadapté, etc. Donc il y a de l'argent pour tout, y compris surtout pour l'immigration, mais il n'y en a pas pour rééquiper correctement nos armées. Donc, je ne sais pas, en plus de ça, ce petit coq, comme je dis, de Macron, qui n'a pas fait son service militaire, se donne des airs de grand chef de guerre, c'est risible et odieux. Donc, l'explication pourquoi il a rétrogradé, je ne sais pas, c'est peut-être tout simplement pour encore faire un pied de nez à l'armée. Je ne vois pas d'autre explication pour le moment. Aux internautes qui écouteront ce que l'on dit, ce que je dis aujourd'hui, s'ils ont une autre explication, je l'examinerai avec intérêt. Est-ce qu'il ne prendrait pas un risque de se mettre l'armée à dos un jour? Oui, mon cher Blandine, vous êtes gentil, vous réagissez comme une bonne Française normale, mais l'armée, vous avez lu ou vous n'avez pas lu mon livre « L'armée française face à la destruction de la nation », ils ne bougent pas. Ils acceptent tout. Les seules choses qui les fait un petit peu bouger, ce qui s'est passé avec le général de Villiers, c'est que quand le matériel commence à ne plus pouvoir fonctionner, alors là, il commence à s'agiter un petit peu. Mais le fond politique de cette politique contre l'armée et contre la nation, ça les laisse indifférents. Le petit doigt sur la couture du pantalon. C'est dramatique. Et malheureusement, tout ce qui se passe dernièrement, y compris, vous avez dû voir que le général de Villiers venait de sortir un livre. Il a été interviewé. Ouais. Bah, il est bien gentil. Il est bien gentil. Bien gentil. Il s'excuse près que, en fait, son observation, c'était normal, par amitié par rapport à son supérieur. Bon, j'ai pas lu son livre encore. Je ne sais même pas si je le lirai parce qu'il commence à m'énerver tous ces militaires. Mais voilà, il fait allégeance. Il fait allégeance. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des gens comme ça? Je ne vais pas dire de gros mots pour les désigner, mais enfin, je crois que vous comprendrez ce que je veux dire. Alors, vous avez été surpris par l'annonce d'un complot, selon ce que dit la presse, hein, un complot d'un groupuscule d'ultra-droite ou d'extrême-droite, pour reprendre les thèmes de nos opposants. Alors, comme des médias. Voilà. Dit proche de l'Action française, hein, contre certains hommes politiques, dont Mélenchon. Mélenchon donc était visé par un complot. Alors, c'est très curieux. Bon, d'après ce que j'ai pu lire sur les motivations de ce groupuscule, ce sont des minables, c'est du n'importe quoi. Alors, Mélenchon, pourquoi? Parce que Mélenchon a la réputation d'être pro-palestinien. Et en fait, la motivation principale de ce groupuscule, c'est l'anti-islamisme primaire. Il ne remonte pas à la cause, donc il ne voit que les faits. Encore une fois, c'est classique dans nos milieux. Donc il ne voit que les faits, et comme Mélenchon et beaucoup de ses collaborateurs sont pro-palestiniens, donc c'est pas bien. Il n'y a pas d'autre explication. Mais il faut voir la bande Hurluberlu que cela représente. D'après ce que j'ai vu, c'est du clampin, c'est du n'importe quoi. Ouais, absolument. Est-ce que, enfin, vous penseriez et puis alors, il y a l'autre volet aussi, c'est que, bon, à mon avis, c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Oui. Et de même que les attentats. Ouais. Très bien quelle est ma thèse là-dessus. Ouais. Périodiquement, le pouvoir a besoin de sortir des soi-disant complots ou de soi-disant attentats pour détourner l'attention, trouver un bouc émissaire et resserrer toujours un peu plus nos libertés individuelles. Hier, en fait, il y a une allocution de Emmanuel Macron, il ne passe son temps qu'à taper sur l'extrême droite. Mais bien entendu. Non, mais je crois qu'il perd son temps, parce que l'extrême droite, je voudrais bien savoir où il est. Ben, il va la réveiller à force de crier au loup. Ouais. On parlait justement là
des pseudo-complots pour, disons, créer des opportunités de resserrer la vis sur nos libertés. En ce moment, il y a des questions, en tout cas une question qui est assez en vogue, comment faire revenir les djihadistes qui sont partis combattre aux côtés de Daesh, alors que, enfin voilà, on pourrait les laisser là-bas. Ils ont besoin d'un vivier de gens quelque peu déstabilisés pour leur faire des choses dont ils ne mesurent pas les conséquences pour eux. Pour moi, ces auteurs d'attentats sont des victimes. Ils ne savent pas à quoi ils servent. C'est pour ça qu'on les liquide. Non, mais aussi, vous savez, ces jeunes-là, moi j'ai appris qu'ils étaient sur des groupes. Vous savez, des groupes de réseaux sociaux. Oui. Et qui se sont amusés, en fait, si vous voulez, malgré le public très nombreux qui sont sur ces groupes, tout ça a été organisé quand même par Suavlos et en fait en amont par... on retrouve les Daniel Conversano et compagnie derrière tout ça. Et donc ils auraient été surpris dans ces groupes qui ont été créés par ces types-là, à avoir des conversations menaçantes à l'égard en fait de Mélenchon, etc. Et c'est comme ça qu'ils se sont... Non, c'est très possible. C'est la provoque. D'ailleurs, Conversano est un provocateur. Vous savez très bien ce que j'en pense. Non, mais comme par hasard... J'avoue que j'apprécie particulièrement la réaction de Soral. Alors, dans un tout autre registre sur la santé, thème qui vous tient à cœur, donc nous avons déjà évoqué la question des 11 nouveaux vaccins imposés par la nouvelle ministre de la Santé, qui a été nommée donc par Emmanuel Macron. A priori, c'est décidé à partir du 1er janvier 2018. La vaccination de 11 nouveaux vaccins sera obligatoire, mais donc la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a précisé que les parents réfractaires ne seraient pas sanctionnés. Alors, qu'est-ce que ce diktat vous inspire ? Bon, eh bien, c'est une magnifique hypocrisie, duplicité, tout ce qu'on voudra, parce que quand elle dit que les parents ne seront pas poursuivis, on oublie de signaler que les enfants qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas aller en crèche et entrer à l'école. Donc, c'est la dictature hypocrite, comme je dis. Donc, vous voyez, vous êtes libre ? Non, mais pas tout à fait. Alors, bon, je voudrais tout de même rebondir encore une fois là-dessus, et je vais certainement devoir me répéter. Comment se fait-il que cette ministre de la Santé, que l'on sait être juive, ne saurait pas qu'en Israël, la vaccination est libre. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner, ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de sanction. Ils peuvent aller dans les crèches et dans les écoles. Bon. Et alors... je crois, Blandine, c'est vous qui faisiez tout à l'heure allusion à ça. Comment se fait-il cette volonté de vouloir piquer à outrance tous ces pauvres petits bambins avant 3 ans, alors que leur système immunitaire est en train de se mettre en train? En général, rien que par l'allaitement de la mère, ils sont protégés. Alors on pourrait dire, ah oui, mais c'est parce qu'il y a le lobby pharmaceutique qui est derrière. Oui. Effectivement, il est derrière. Et d'ailleurs, Agnès Buzyn est une des participantes de ces lobbies, puisqu'elle a été collaboratrice. Mais on pourrait objecter aussi que pourquoi avant 3 ans, pas après? Les bénéfices pour les labos seraient les mêmes. Oui. Pourquoi? Et c'est là que ça devient la question clé, c'est que c'est une volonté, à mon avis, en tant que médecin, de destruction de l'équilibre sanitaire des petits Français. Parce que si c'est pas bon pour les Israéliens, pourquoi ça le serait pour les Français? On ne va pas me dire que cette ministre qui est juive voudrait que les Français soient en meilleure santé que les petits Israéliens. Il ne faut pas se moquer du monde. La 6e question, on y revient, hein. Pourquoi Emmanuel Macron, en fait, nous impose-t-il une ministre de la Santé? Je crois que je viens d'y répondre. Bah oui. Je ne vais pas me répéter, je crois que je viens d'y répondre. On peut passer à la question numéro 7. C'est incroyable. Alors, sur une autre question, donc, Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a parlé des attentats du Ramadan au lieu de dire du Bataclan lors d'un point presse le mercredi 18 octobre. Alors, laïus ou pas révélateur? Alors oui, je crois que c'est révélateur effectivement. Alors, on pourrait dire que c'est sa langue à fourcher.
Peut-être. Mais il y a aussi une autre façon de voir la chose, c'est qu'en fait c'était une façon d'enfoncer le clou sur la thèse que c'était bien un attentat islamiste, et non pas commandité par des services secrets. Et on revient à la question que j'avais évoquée tout à l'heure. Est-ce que justement on n'est pas en train, enfin je dirais le gouvernement ou certains, en train d'envisager d'autres attentats version Bataclan en faisant revenir des anciens de Daesh là en ce moment? On n'a même pas besoin d'eux, vous savez, bon. Mais c'est vrai On qu'il y a- pourra dire, oui, c'est à cause d'eux qui reviennent de Syrie, oui, mais ils sont revenus de Syrie, ils ne sont pas revenus à la nage. On les a laissés revenir, hein, comme l'immigration, les migrants, etc., ils ne viennent pas à la nage. On les fait venir, attirés par les pompes aspirantes, comme je dis. Donc tout ça, ça fait partie de ces manœuvres, qui sont d'ailleurs pas très intelligentes de la part du pouvoir. Il faut toute la bêtise du peuple français d'aujourd'hui pour ne pas comprendre ce qu'il y a derrière. C'est voulu. Ils ont besoin de ces gens instables, très certainement drogués. D'ailleurs, rappelez-vous, lors de conférences et entretiens, j'ai parlé du Captagon que l'on donnait aux combattants de Daesh. Et c'est quoi le Captagon? C'est l'équivalent moderne du hashish d'autrefois. Rappelez-vous le vieux de la montagne. Oui, Et ceux qu'on a oui, appelés oui. les assassins. Pourquoi assassins? Parce qu'ils consommaient du hashish. Ouais. Donc Hashish. ça. Oui. Ouais, c'est ça. Donc c'est exactement la ça. transposition moderne. Donc voilà comment les pouvoirs manipulent des individus faibles et fragiles pour leur faire des choses et qu'ils les suppriment après pour qu'ils ne puissent pas dire on m'a donné l'ordre. Le jour où les Français, les peuples en général, parce que les Américains, c'est la même chose, par exemple, les Allemands, c'est la même chose, les Anglais, c'est la même chose, comprendront que ce sont des crimes d'État, eh bien, espérons que ces États sauteront en l'air. Alors, les médias ne cessent de parler du procès du frère de Mohamed Merah. Un véritable lynchage médiatique de son avocat, M. Dupond-Moretti. Alors, qui avez-vous analysé ce crime imputé à Mohamed Merah dans la politique à l'époque des faits? Pourriez-vous revenir sur ça? Exactement. Eh bien, justement, je me doutais qu'il y aurait, étant donné que c'est en plein dans l'actualité, j'ai pris une photocopie de mon article qui remonte, je crois, c'était en avril 2012. Et le titre était « L'affaire Merah, un crime d'État ». Ce n'était même pas une question que je posais, c'était une affirmation. Pourquoi ? Quand on lisait les informations, ce qui filtrait dans les informations, il y avait tout de même un certain nombre de choses qui intriguaient. Donc il y a eu 2 séries d'attentats. Les attentats à Montauban contre des militaires français, qui étaient des militaires, il y avait, je crois, un noir et 2 musulmans, et qui revenaient d'Afghanistan. Puisque vous savez que l'armée française se bat ou se battait à l'époque en Afghanistan. Ça m'avait fait tiquer. Pourquoi eux qui revenaient d'Afghanistan? Bon, passons. Deuxièmement, des témoins qui avaient vu le tireur disaient qu'il n'avait pas la corpulence de Merah. Il était beaucoup plus gros, beaucoup plus fort. Troisième élément, les attentats, enfin l'attentat à Toulouse, au sein de cette école rabbinique, où il y a eu 4 enfants juifs et un professeur qui ont été tués. Et là, surprise, alors qu'on nous montre en général les cadavres des victimes, on nous montre non seulement pas les cadavres, mais on nous dit qu'ils ont été vite fait évacuer, les cadavres, Et enterré. en Israël Ouais. et enterrés en Israël. C'est vraiment très, très C'est étonnant. curieux, quand même. Très étonnant. Bon. Et alors, cerise sur le gâteau, que j'avais fait remarquer à l'époque dans mon article, premièrement, on savait que Merah était un membre de la DCRI, dirigé par Bernard Squarcini, nommé par Sarkozy. Que c'était un élément tout de même très proche de Squarcini, puisque paraît-il, ils se tutoyaient. Tout ça, c'était dans la presse de l'époque que j'ai découvert ça. Troisièmement, que ce personnage, très curieusement, avait pu faire des voyages dans différents pays islamiques,
et qu'il avait pu aussi faire ensuite un voyage en Israël. Est-ce que vous imaginez la police des frontières israéliennes accueillir quelqu'un qui est allé se promener dans des pays islamistes sans essayer de savoir ce qu'il y a derrière? C'est même bizarre. Et alors, le fin du fin de l'affaire, quand la police commence à tirer sur Mera, il crie « Mais pourquoi vous me tirez dessus? Je suis innocent !» Et en plus, il était chez lui. Et il était chez lui. Donc, voilà le type. C'est le prototype du type manipulé, Mais oui, bien sûr. auquel on fait jouer un rôle. Je pense que ce n'est pas lui qui a tiré. Donc, c'est vraiment Oui, oui, c'est une organisation de services secrets français ou étrangers. Oui, parce que Suivez ça, mon regard. les témoins ne se rappelaient plus de la Il a couleur. été l'élément Ouais. qu'on a présenté à la foule, et quand ça lui arrive, il ne comprend pas. Ouais. Voilà. Et puis les témoins se sont trompés sur la couleur du fameux scooter. Voilà, On savait plus, il était exactement. blanc, il était En noir, plus il de était ça, violet, en plus de oui, ça. oui, Non, oui. c'est plein de contradictions, et c'est là que vraiment je me dis que ceux qui organisent ça, en plus de ça, sont non seulement des salopards, mais des imbéciles. Et je répète, si les Français n'étaient pas aussi cons, ils comprendraient. Boucher, en tout cas. Alors, on va passer à la question numéro 9. Alors, à propos de l'immigration, la Voix du Nord signalait un étrange événement. Après avoir procédé à l'évacuation d'un camp de migrants à Grand-Sète, dans le Nord, des CRS ont découvert avec stupéfaction et indignation que leur chambre d'hôtel avait été donnée aux migrants qu'ils avaient délogés le matin même. Énorme, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais apparemment, ça fait le tour et le tour et le tour des réseaux sociaux. Oui. Alors, c'est toujours la même chose. Moi, je ne sais pas comment ces policiers, ces différents forces de l'ordre continuent à faire ce qu'on leur dit de faire, quand on voit à quel point ils sont humiliés. Parce que déloger ces migrants et se retrouver à la rue le soir quand ils rentrent chez eux parce que leur cantonnement est occupé par les migrants, mais on leur crache à la figure. Mais littéralement, oui. Et je ne voudrais pas être trivial et donner une autre image. Mais en plus, ça, on les met en danger parce qu'ils se retrouvent à Et on, contrôler dans le et on même les met en couloir. danger en Non, plus mais de on- ça. euh, Mais je- c'est invraisemblable. Mais qu'est-ce que c'est que ce public et de l'armée et des forces de l'ordre qui se font traiter de cette façon-là et qui ne réagissent pas? C'est particulier. Une bande démasculée. Ouais, ouais, non mais je sais pas si vous aviez vu cette photo que je vous avais remis sur votre compte Facebook. C'était les conditions dans lesquelles en fait les militaires étaient amenés à dormir dans des caves Oui, littéralement, oui, j'ai vu. mais floquées à l'amiante. Hein. Tout à fait. C'est-à-dire Tout à des fait. caves Tout à floquées fait. à l'amiante. Hein. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est très curieux parce que ce pouvoir qui nous gouverne, c'est pas d'aujourd'hui, hein, mais aujourd'hui, ça s'accélère encore plus. On dirait qu'il a la haine de tout ce qui représente l'ordre, dont les forces de l'ordre, bien entendu. Et en fait, on comprend leur démarche malade, intellectuelle. Ce sont les rejetons de mai 68. Ouais. Oui. C'est ça qu'il y a derrière. Mais oui. Et d'ailleurs, regardez, qu'est-ce que Emmanuel Macron a rappelé? Qu'il allait célébrer je crois que c'est le cinquantenaire de mai 68. Ouais, on sait. Avec qui? Avec qui? Cohn-Bendit. Avec Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy aussi, bien entendu. Comme Bendit, bref, c'est réclame du Donc début. voilà, ces gens, ils sont ce qu'ils sont et ils appliquent leur politique selon leur sentimentalisme et les symboles qui les agitent. Pour en revenir à Macron qui fait beaucoup de voyages en ce moment, lors de sa visite en Guyane, et il a eu cette phrase qui a été reprise plus d'une fois: « Je ne suis pas le Père Noël ». Oui, il n'a pas dit que ça d'ailleurs. Mais alors, là, prenons déjà cette phrase, vraiment, il se moque du monde, il se moque des Guyanais, pour commencer, parce que c'est tout de même lui qui, au mois de mai, je crois, avait fait de belles promesses aux Guyanais de subsides pour pouvoir remonter l'économie de l'île, etc., etc. Et maintenant, il vient leur dire, mais je ne suis pas le Père Noël. Il faudrait savoir. Les crédits sont votés, ils vont être distribués, ça va servir à quelque chose ou pas? Ah non, je ne suis pas le Père Noël. Donc il se défile. Hein.
Mais le pire n'est pas... bon, le pire, toujours, il y a toujours le pire du pire. Et je dois dire que Macron est pas mal là dans l'exercice. Il a aussi dit qu'il n'était pas contre une révision de la Constitution pour le statut de la Guyane, ce qui ouvre la porte à l'indépendance. Donc en fait, cet homme est en train de tout brader. Nos grandes industries, nos possessions. Vous avez vu, vous n'avez pas vu, qu'il va y avoir un référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie. Oui, si, moi je l'ai vu. Pourtant, un pays très riche en nickel qui nous sert bien pour ce que nous avons à fabriquer. Finalement, Et au bénéfice de qui? Et de ses amis américains, ses patrons américains, une fois de plus. Donc voilà le personnage Macron. C'est un mélange de francs-maçons, satanistes, de petits pions parvenus aux ordres des Américains, de ce qu'il y a derrière le gouvernement américain, pas besoin de lui faire un dessin. Un attentiste. Ah non, vraiment, je dirais que c'est un super Sarkozy. Oui, c'est une super Atlantiste. Et d'ailleurs, Sarkozy, rappelez-vous, je crois... Il avait dit c'est moi en mieux, oui. J'avais dit, oui, il avait dit c'est lui en mieux. C'est moi en mieux, oui. C'est moi en mieux, puis aujourd'hui, il dit qu'en fait, il parle en mieux, aujourd'hui. Sarkozy avait déclaré il y a pas très Sarkozy longtemps. est un ignoble personnage, mais il n'est pas idiot. Il a dit que alors que Macron, à mon avis, est un fichu imbécile qui ne tient le coup que parce qu'il y a tous ceux qui sont derrière. Mais à mon avis, ça va s'effondrer comme un château de cartes. Espérons. Elle est croustillante, celle-là aussi. La 10e question, elle est assez croustillante. Dans notre dernier entretien, vous aviez évoqué l'appartenance probable de Thierry Solère à la maçonnerie. Vu l'importance qu'a pris le personnage très proche de Nicolas Sarkozy, dans l'euthanasie politique de François Fillon. Pouvez-vous nous en dire plus aujourd'hui, car il recommence le même genre d'attaque contre Laurent Wauquiez, accusé d'être trop à droite et catholique, comme François Fillon. Voilà, justement. Alors là, ça va être dans le prochain numéro de la politique, ça. Justement, j'ai retrouvé un texte très intéressant là-dessus. Alors, première observation, donc, il rentre en maçonnerie à 27 ans. C'est très, très jeune pour les gens qui rentrent en maçonnerie, qui en général rentrent plus tard. Donc vraiment, il en voulait. Il rentre à la Grande Loge nationale de France, etc., etc. Il devient, on se demande bien comment d'ailleurs, un des porte-parole de François Fillon pour sa campagne électorale, après sa victoire aux primaires. Et alors là, les bras m'en tombent, je dis franchement, François Fillon, il ne voyait pas qu'il laissait rentrer les vipères chez lui. Bon, glissons, c'est l'histoire passée. Et puis donc, il adhère à une loge qui s'appelle la Tierce Sacrée. Et un jour, il se fait interviewer par un journaliste de l'Express qui lui demande, on a appris que vous êtes franc-maçon, pouvez-vous nous expliquer pourquoi, etc., etc. Et Thierry Solère de dire, mais pas du tout, je ne suis pas franc-maçon, je ne l'ai jamais été, je n'ai jamais fait partie de la moindre loge maçonnique. Droit dans les yeux. Droit dans les yeux, et droit dans ses bottes. Bon. Et le journaliste, curieusement de l'Express, tout de même qui n'est pas un journal d'extrême droite, quand même, le rappelle 3 heures après, et lui dit, mais vous savez, j'ai votre fiche d'inscription maçonnique. Il faudrait qu'on se voie, qu'on mette ça à plat. Et le Thierry Solère, démasqué, lui dit, bon d'accord, on va discuter de ça, etc. Il se donne rendez-vous. Et quelques heures avant le jour du rendez-vous, Thierry Solère téléphone au journaliste en disant, écoutez, je suis trop occupé à cause de l'actualité, ça ne va pas pouvoir se faire. Et puis on ne parle plus de l'affaire, puisque bien entendu, le brave journaliste de l'Express a reçu l'ordre de la boucler, c'était pas le moment d'attirer l'attention sur Thierry Solère. Donc voilà, c'est pour ça que Thierry Solère a été un de ceux que j'ai épinglé très rapidement lors de la fin de la campagne présidentielle de François Fillon, parce que pour moi, ça a été un des éléments clés qui ont fait basculer Fillon. Et c'est un sarkozyste. Alors, j'ai une toute autre question maintenant, une question sociale.
Concernant un mariage, il paraît que c'est le terme, mariage qui a eu lieu dans la mairie du 1er arrondissement de Paris sous l'œil bienveillant d'un portrait gigantesque du président Emmanuel Oui, Macron. là, Attendez, je termine mes questions. Donc, il y a un certain Jérém Starr qui se marie avec lui-même en robe de mariée, mais oui. Il paraît que ça s'appelle maintenant une sologamie. Donc, Jérém Starr se marie avec lui-même, tout ça de façon très officielle à la mairie. Qu'est-ce que vous pensez de la sologamie? Je reprends le terme. Séquence humour. Grand Ben instant. voilà, voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est de l'hédonisme, c'est un clin d'œil à la théorie du genre aussi, puisqu'en fait, il se marie en robe de mariée. Oui. Il a pu se marier en tant que marié, homme. Oui. Non, il mais aurait en pu robe se de mettre mariée. non. Ouais. Donc c'est un clin d'œil à la théorie du genre, à la fois homme et femme. Ouais. Rappelez-vous l'illustration de mon livre La maçonnerie, avec ce personnage à deux têtes, qui peut avoir deux significations. L'une que j'ai donnée, c'est-à-dire qu'il y a le deux visages de la maçonnerie, celui que l'on présente et celui qui est réel, mais ce personnage-là que l'on appelle le rebis, en fait, est la représentation de l'être humain, homme et femme en même temps. Symbole maçonnique. Donc vous voyez, il n'y a rien de nouveau. La théorie du genre est inscrite déjà dans la démarche maçonnique de tout temps. Donc voilà, cette histoire du mariage sologamie, c'est un vrai descriptif de la mentalité de ces gens-là. Mais Et alors, écoutez, tiens, il y a longtemps qu'on a parlé de Conversano. Oui. Quand est-ce que Conversano fait un mariage sologamique? je ne savais même pas que la sologamie, si je puis dire, c'est un terme que je découvre, hein, Ah ben c'est nouveau. Non mais même c'est constitutionnel, on a le droit de se marier avec soi-même. Mais à mon avis, non. Certainement Non mais pas. là ça a été fait C'est trop officiellement à la récent. mairie, là c'est vraiment... Mais oui, mais on ça- fait tout c'est à et la tout et mairie. n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas, Quitte à régulariser par la suite. Mais ça alors là, qu'on me sorte le texte, si réellement ça existe dans la Constitution, je suis certain que non. Il faudrait que ce soit fait de toutes lettres. On ne peut pas se marier avec... ça doit être un vice juridique, à mon avis. À moins que ce soit vraiment le mariage pour tous, même avec soi-même. Bon, en même temps, c'est pas... Non mais on voit Moi, comment je de sens glissement en pas. glissement en glissement en glissement, on devient à l'absurde. Bah, Ouais, bientôt, absurde. on pourra, C'est en marche vers l'abîme. En marche vers l'abîme. Le but est peut-être un jour d'épouser son chien, je ne sais pas. Son frigidaire, faire passer un camion, une porte. Je ne sais pas. Non mais alors comment va-t-il faire? Bon, il s'est marié avec lui-même, comment va se passer la nuit de noces? Et sa déclaration d'impôt? Il va se masturber en public comme Conversano? Non mais on est en plein délire. On est face à des malades mentaux, Oui. appuyés par le pouvoir. Oui. Ouais, c'est l'asile qui a pris le pouvoir. On ne sait pas non plus si c'est son vrai nom, hein. Jérém Starr, c'est peut-être un truc d'emprunt, Starr. Ah bah oui. Oui, non mais enfin, pourquoi est-ce qu'on nous a lancé ça? C'est un défi. C'est pour C'est un commencer défi à qui- façonner nos esprits, C'est un... Mais nous oui, pour habituer à- habituer. Et puis ça va éveiller l'intérêt de toute une bande de désaxés. Oui, ça c'est sûr. Ça va lier des vocations, ça c'est certain. Alors là, cette question-là, elle est pour moi. Soupçonnée d'emploi fictif, Anne Hidalgo aurait bénéficié d'une rémunération en tant qu'inspectrice du travail en chef, bénéficiant au total de 100 000 euros sur une période de 2 ans. La maire de Paris porte plainte contre le magazine Capital, qui a publié sous couvert d'anonymat plusieurs témoignages accablants d'anciens collègues. Votre commentaire au sujet de cette affaire? Je trouve ça admirable. Et c'est une chose qui m'a toujours, je dirais, amusé, scandalisé, si vous voulez. C'est que tous ces gens de gauche, puisqu'Anne Hidalgo est PS, Parti Socialiste, très à gauche, La main sur le à cœur. gauche, sur le cœur. Elle a voté pour Manuel Valls. Oui, puis etc., elle fait etc. tellement de choses très bien pour les Parisiens. Alors, la gauche, le Parti Socialiste, sont des gens qui, en principe, sont censés défendre le bon peuple. Il n'oserait pas prendre des costumes à 15 000 euros. Se servir dans la pièce, non. Mais non. Oui, bien entendu. Ça, ce sont des accusations Diffamatoire. qu'on lance contre l'adversaire, mais on se sert au passage. Hein. Donc, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est la duplicité, le culot de ces gens-là, qui croient passer à travers les mailles de la justice, qui est très complaisante, bien entendu,
en se disant que les petits copains qui sont au pouvoir couvriront l'affaire. Bon, de temps en temps, leurs abus économiques et autres abus passent tout de même la barrière et se réveillent. Donc, le seul commentaire à faire, c'est tout de même étrange. Ces gens qui se disent de gauche, c'est-à-dire défenseurs, soi-disant, entre guillemets, du bon peuple, sont les pires oppresseurs du peuple, puisqu'ils s'enregistrent sur son dos. Et si vous me permettez, M. Poncard, je vais ajouter une petite cerise sur le gâteau. Il s'agit bien du magazine Capital. Hein. Oui, et puis pas bien entendu. C'est pas le canard mais enchaîné. Bien entendu, hein. Mais bien entendu. Mais c'est ça qui est enchaîné, amusant, justement. C'est que périodiquement dans la presse, il y a des journalistes qui font partie d'organes où normalement certaines informations ne devraient jamais passer. Et pourtant, l'information passe. Il y a un moment d'inattention, et c'est ça qui est intéressant. C'est que... Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à ce qui est publié et le voir rapidement, parce que dès que ceux qui sont concernés s'en rendent compte, le mot d'ordre arrive et c'est supprimé. Et oui, puis d'ailleurs, en fait, on pourrait aussi revenir sur cette affaire dont on avait parlé en fait le mois dernier, sur le comité en fait olympique. Qui était revenu les poches pleines, etc., qui avait fait une visite à Lima. Avec Anne Hidalgo, encore elle. Encore elle. Bah, une histoire en étouffant une autre. Ah non, mais elle défend très très bien le pauvre peuple. En parlant d'argent, hier, il y avait un petit encart sur une des chaînes télévisées qui disait que les prestations mises à la disposition de Brigitte Macron à l'Élysée tapaient dans les 440 000 € par an. Ça vous dit rien, ça? Non, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu, mais ça ne m'étonne pas. C'est étonnant, surtout que ça ait pu être diffusé dans la presse. Mais Bandiel, envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. C'est à la télévision. On en fera un écho dans la politique, on en parlera dans le prochain entretien. Mais non, mais c'est fabuleux. Il y a des grosses sommes d'argent, c'est sûr. Alors, toujours dans les histoires d'argent, là, ce coup-ci, Marine Le Pen a augmenté son salaire de 2 000 €. Oui, j'avais besoin de 2 000 € de plus par mois, dit-elle. Elle qui gagne 3 000 € net mensuels, sans compter ses émoluments de députée européenne. Donc là encore, quel est le rôle du Front National? Elle qui est seule à se représenter à la tête du Front National, dont elle peut changer le nom au passage, est-ce qu'elle ne serait pas le verrou du système donc on est en train de dénoncer justement pour justement empêcher l'émergence d'une véritable opposition de la droite nationale en l'occurrence? Bon, alors, à la limite, je dirais que son augmentation de 1 000 €, les Macron, les socialistes et compagnie font encore nettement mieux. Donc, bon, ils sont là-dessus. Moi, c'est pas tellement ça qui me fait réagir vis-à-vis d'elle, c'est que tout ce qui avait donné une certaine aura au Front National est en train de passer à la poubelle. Et notamment, tout dernièrement, ce malheureux Nicolas B, qui est tout de même un des vice-présidents du Front National, avait fait un commentaire positif par rapport à la déclaration de Donald Trump suite à l'attentat à New York, en disant que bon, il avait raison de réclamer la peine de mort. Et dans les quelques minutes qui ont suivi la déclaration publiée de Nicolas B, un communiqué très sec de la direction du Front National disant « c'est son opinion, c'est pas celle du Front ». Point. Donc voilà. Contre l'Europe, on n'en parle plus au Front National, c'est pour ça que Philippot a dû partir. On l'a mis quasiment à la porte. La peine de mort, Nicolas B risque d'avoir le même genre de problème. C'est plus à eux. Donc quelle est aujourd'hui la spécificité du Front National par rapport aux autres partis? Il n'y en a plus. Marine Le Pen a tellement voulu faire dans l'UMPS qu'elle combattre que l'UMPS qu'elle en a fait de l'UMPS. Mais elle est elle-même UMPS. Ah oui, elle est à fond dedans, oui. Elle est elle-même ce qu'elle dénonce chez les autres. Oui. Donc c'est du n'importe quoi. Et vraiment, comment y a-t-il encore des électeurs du Front National? Je ne comprends pas. Ça, on ne peut pas trop comprendre. C'est vrai. Les gens, vous savez, dans les histoires d'escroquerie, comme chez les cocus, il y a de la faute des deux. Oui. De l'escroc, de celui qui cocufie, oui. De l'escroqué et du cocufié. Il y a la faute des deux. C'est qu'ils acceptent. Ils ne se rendent pas compte. Ils croient au Père Noël.
Mhm. Oui, oui. Alors, plus récemment, là, ce mois-ci, Alexandre Gabriac, qui avait récemment relayé votre conférence prochaine de Genève, a assuré la protection de Franck Sinisi, un élu municipal de Fontaine, en Isère, attaqué par des antifascistes, hein, j'ai mis ça entre guillemets, au motif qu'il avait participé à une manifestation Civitas contre la Gay Pride locale. Vous voulez revenir sur cet événement? Oui, ce sont deux informations intéressantes. J'avoue que le fait que Alexandre Gabriac ait relayé l'information d'égalité et réconciliation annonçant ma conférence à Genève le 25 novembre m'a agréablement surpris parce qu'il y a 2-3 ans environ, il m'était tombé dessus parce que j'avais quelque peu chatouillé un certain Thibaut de Chassé qui avait laissé dire des énormités, oui. notamment avec Gollnisch sur la traiterie latérale n'est pas maçonnique. Bon, alors là, vraiment, il faut s'accrocher. Et j'ai appris dernièrement par un de mes jeunes collaborateurs, qui était allé le voir à Paris, que Thibaut de Chassé ne savait même pas qui étaient les fondateurs de la trilatérale. Oui, oh, bah alors, oui, alors comment voulez-vous, ce sont des garçons. Thibaut de Chassé occupe une petite place dans l'échiquier de la droite dite nationale, bah là, c'est même nationaliste, dit-il, et il ne sait même pas quels sont les fondateurs de la trilatérale qui sont francs-maçons et juifs. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça, qui eux-mêmes ne savent rien et qui prétendent enseigner aux autres? Ben, il reste dans les archives. C'est à rester pantois, vraiment. Alors donc, je remercie Alexandre Gabriac. D'ailleurs, je crois que j'avais commenté à l'époque, avant de parler, il faudrait peut-être s'informer du dessous de ce que je dénonce. En parlant d'informations sur les personnes, justement, là on a une association de deux personnages qui n'étaient pas forcément faits pour s'entendre. Le site d'information Mediapresse Info a relayé la conférence de Jean Livernette et d'Alain Escada le 7 octobre dernier à Toulon. Alors que Jean Livernette est célibacantiste, en concubinage d'ailleurs avec une musulmane, et Civitas, au contraire, proche de la fraternité Saint-Pédis. Donc les deux vont pas forcément bien ensemble, sachant que les cédéfacantistes dénigrent volontiers la fraternité Saint-Pédis du fait de ses contacts avec Rome. Que pensez-vous de cette association, pour ne pas dire alliance Plutôt contradictoire. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. J'avoue que je suis sidéré quand je vois des informations pareilles. Alors, ou bien Escada n'est pas au courant de ce qu'est Livernette. Possible. Tout de même embêtant, c'est comme ce que je disais pour Thibaut de Chassé, qui ne sait pas qui étaient les fondateurs de la trilatérale. Et il faut savoir avec qui on marche. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas tombé dans le piège de Conversano? Parce qu'avant d'accepter son invitation, j'ai étudié le personnage, j'ai dit niet. Alors, Escada s'allie avec Livernette. Alors, il peut y avoir une explication aussi, c'est qu'ils essayent de compenser leur manque d'auditoire en s'alliant. Bien sûr. Vraiment l'alliance de deux faibles. Bien sûr. Alors, bon, Livernette, il est ce qu'il est. Bon, il y a aussi un autre aspect, je ne sais pas si je vais en parler. Comment peut-on se dire c'était vacantiste? C'est-à-dire que l'on refuse, que l'on dit que le pape qui est sur le siège pontifical n'est plus le pape à cause de ses positions, donc on est plus pur que pur, et qu'en même temps, on vit maritalement avec une musulmane. Qu'ils vivent avec une musulmane, ça ne me dérange pas, c'est son problème. Mais un problème, comme vous le disiez, c'est un problème de cohérence. C'est tout. On ne peut pas donner de leçons quand on n'est pas dans la ligne qu'on prétend défendre. Oui. Ça ne colle pas. Hein? Donc, qu'il soit avec une maghrébine, ça ne me dérange pas. Problème personnel, l'amour, etc. Mais qu'il soit cohérent. Qu'il ne donne pas des leçons. Alors, qu'Escada s'allie avec quelqu'un comme ça, alors que la propre fraternité Saint-Pédis, dont il est très très proche, est victime du fait des attaques de Livernette, Oui. c'est des vacantistes, je ne comprends pas.
Moi, je pense qu'il s'agit vraiment d'imprudence et d'avoir voulu mettre de sa main dans le- méconnaissance. Mais alors là, Et là, il faudrait qu'il écoute un petit peu ce qu'on lui dit aussi. Mhm. Donc voilà. Alors, une question annexe au sujet qui nous a été posé par un correspondant à propos du plagiat de votre livre, La maçonnerie, justement, par ce dernier. Dans son livre sur le sujet, alors pouvez-vous nous rappeler la genèse de cette affaire? Oui. Bah, ça doit remonter maintenant à peu près 3 ans et demi, à peu près. Je reçois un jour, je ne sais plus si c'était un message sur ma messagerie, ou si c'était un appel téléphonique, et je reçois donc un appel d'un certain Johan Livernet, me disant, voilà, j'aimerais faire un entretien avec vous, etc. C'est une chose qui m'est arrivée un certain nombre de fois. Et je dis oui, bon, je ne savais pas qui c'était. Je dis oui, en plus de ça, il habitait à Toulon, donc c'était pratique. Donc, je commence à faire des entretiens sur le mondialisme, sur la maçonnerie, etc. Et puis, donc, en appui de ces entretiens, je parle de mes livres, Le complot mondialiste, la maçonnerie. Et ce Livernet, un jour, me dit, mais écoutez, ça m'arrangerait si je pouvais vendre vos livres. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Visiblement, il ne roulait pas sur l'or. Je dis oui, bon, d'accord. Je lui fais les mêmes conditions qu'au libraire. Bon. Jusqu'au jour où je m'aperçois au détour d'une conférence qu'il faisait, qu'il reprenait mes thèses et mes informations, sans donner l'origine. Alors je lui envoie un message en disant que j'étais très surpris de son attitude, et il m'envoie promener. Je dis, maintenant, terminé, vous ne vendrez plus mes livres, je ne veux plus rien avoir avec vous, etc., etc. Et alors, non seulement il n'a pas compris le message, mais il a continué, puisque dans les publications qu'il a commencé à faire, dans son dernier livre, vendu par une librairie, librairie de, comment il s'appelle, comment s'appelle cette maison d'édition, Saint-Rémy, Oui. qui est des vacantistes aussi, Ouais, donc, oui, donc vous voyez la les grands esprits se rencontrent. qui a édité son livre sur la maçonnerie, plagiat du mien. Et alors pourquoi est-ce que je réinsiste sur le thème plagiat? C'est que dans la présentation qu'a fait de son livre Livernet, il parle de toute l'école antimaçonnique française, des premiers, de Baruel, etc., jusqu'à mon père. Mais il ne parle pas de mon livre. Oui, il parle pas de vous. Pourquoi? Bah, parce qu'il veut vous Pourquoi? voler votre Parce travail. que ceux qui auraient lu les deux livres Ouais. se seraient dit, bah, c'est un plagiat. Bah, oui. Voilà. Donc c'est pour ça que je le tiens comme Ouais. ça. C'est un menteur, c'est un être qui triche, c'est un tricheur, puisqu'il se dit à la fois hyper catholique et il vit maritalement avec une musulmane. Ça ne colle pas. Faites ce que je Donc dis, voilà parce le que personnage. Bah, c'est un usurpateur, c'est ça. Un usurpateur. Voilà. En parlant Donc voilà, alors voilà comment le milieu, ils sont d'une bêtise, ils tombent dans tous les pièges. Bon, je suis aussi tombé dans le piège au début, puisqu'il m'a eu. Oui, non, Mais alors là, pour tout vous dire, c'est moi qui vous avais poussé dans les bras de Conversano, parce que on a. Ah oui, c'était- pour Conversano. mais oui. c'était la même. En fait, si vous Ah, voulez, il je s'appuie pense là, que là, le là. principe est le même. C'est-à-dire, en fait. Le même procédé. Voilà, c'est de se faire rencontrer des montagnes et puis en fait de faire des plus gros tas avec. Ouais, il faut dire que, ayant essuyé déjà quelques mésaventures désagréables avec différents individus précédents, je commence à me méfier. Bah justement, en parlant d'individus, on va reparler là de Ivan Benedetti. Vous qui analysez tout ce qui est nationalisme en France, vous devez suivre assez attentivement ce qui se passe dans les milieux de l'ex-mouvement Jeune Nation et du Parti nationaliste français, avec notamment l'action délétère d'Ivan Benedetti. Alors, ces provocations tartarinesques primaires ont donné un prétexte à Manuel Valls pour interdire l'œuvre française. Et ben voilà, qu'en pensez-vous? Y a-t-il du nouveau Bah, dans on l'affaire? en a déjà souvent reparlé, parce qu'effectivement, c'est une chose qui me préoccupe. Non pas parce que ça représente une force, mais ça détourne tout de même un certain nombre de jeunes
qui sont attirés par le mot nationalisme, par le terme nationalisme, comme avec Anversano d'ailleurs. Et alors que ça recouvre tout de même quelque chose de très bizarre. Alors, vous vous rappelez que, je ne me rappelle plus, c'est assez récent, il doit y avoir 2 ou 3 entretiens de cela, j'avais évoqué, et de toute façon ça avait été évoqué dans la politique, le comportement de Benedetti envers une fidèle de Jeune Nation, l'œuvre française, Parti nationaliste, etc., puisque tout ça, ce sont des étapes différentes. Benedetti furieux de la voir, parce qu'elle savait très bien qu'il était le fossoyeur de l'œuvre française et qu'il portait atteinte à la démarche du Parti nationaliste français. Il la voit, il l'insulte, lui arrache ses lunettes, lui envoie de l'eau à la figure. Elle reste impassible, il prend une bouteille de vin et il lui verse la bouteille de vin sur la figure. Et là, apparemment, ça fait le tour des milieux nationalistes, ex-œuvre française, PNF et compagnie, et ça fait très très mauvais effet. Et André Gandillon, qui est en fait la cheville ouvrière du Parti nationaliste français, était bien déterminé, d'après les différents renseignements que j'ai eus, à éliminer le Benedetti du circuit. Ouais. On avait parlé à Pierre Sidos, qui lui avait dit oui, pas de problème, oui, je comprends pas, j'ai pas été tenu au courant de tout ça, nanana. Et tout dernièrement, toujours par mes contacts au sein du Parti nationaliste français, j'apprends que Pierre Sidos a désavoué Gandillon, et que Gandillon ne sait plus très bien quoi faire, et que, de ce fait, Benedetti est toujours là. Alors voilà. Mais on ne serait pas en train de parler en fait d'un micro-club de bridge là en fait. Ah non, c'est un micro-club de bridge, mais enfin malheureusement il y a tout de même encore des éléments valables qui sont au PNF, je sais, sinon j'aurais pas tous les renseignements que j'ai. Il y en a beaucoup qui sont partis assez vite. Il y en a beaucoup qui sont partis, c'est évident, mais vous savez, il y a une chose qui m'a toujours exaspéré, ce sont par exemple certains religieux qui vous disent il ne faut pas parler du mal parce que vous le favorisez. C'est une fuite. Quand on voit quelque chose qui n'est pas bien, qui est mal, il faut le dénoncer, parce qu'on ne sait pas qui va en être victime. Et que si on peut mettre à l'abri quelqu'un, il faut le faire. Et puis ça pourrait surtout en fait remettre des histoires comme celles qu'on a vues de l'actualité là très récemment dans notre questionnaire. Ces 4 zigotos là qui se sont mis en tête d'agresser un Mélenchon ou je ne sais pas quoi. Oui. Et en fait ça fait des gens qui sont en fait à la botte du système finalement. Bah évidemment, consciemment ou inconsciemment, ils le sont. Ils finissent par servir. Ils le sont, objectivement, ils le sont. Quoi. Ils finissent par servir les ennemis. Tout à fait. Bon, bah, on va passer à la question suivante. Le vendredi 27 octobre, la chaîne de télévision québécoise TVA a diffusé un entretien avec le journaliste Denis Lévesque et Fabrice Thomas. Pouvez-vous revenir sur cet événement ? C'est-à-dire que c'est un des anciens participants au parti Fine de Pierre Berger, Yves Saint-Laurent et compagnie. C'était, je crois, le chauffeur de Pierre Berger ou de Saint-Laurent, je ne me rappelle plus, qui raconte sa propre expérience. Il avoue qu'il a participé à leur parti. Il était tantôt le fouetté, tantôt le fouettard de ces partis. C'est pathétique. Et alors, ce qu'il y a de particulièrement intéressant au travers de cette information, c'est que j'ai vu que François Molins, qui est le procureur de la République de Paris, qui couvre tous les attentats qui ont eu lieu en France, il donne une couverture. Vous avez besoin d'un petit dessin ? Poursuit ce chauffeur qui a participé et qui dénonce les pratiques de Berger et de Saint-Laurent pour diffamation envers Pierre Berger. D'accord. Pourquoi ? Parce que Molins est de sensibilité sioniste. Ça vous étonne avec les attentats ? Pas tellement. Moi. Et que Pierre Berger était un riche donateur de l'association France-Israël. C'est ça qui est fascinant, je trouve, c'est que quand on suit attentivement l'actualité, vous arrivez, c'est comme un puzzle. J'ai déjà utilisé cette image du puzzle. Vous avez une pièce, une pièce, une pièce, une pièce, une pièce, et il vous faut essayer de reconstituer ce que cela représente.
Et quand vous mettez toutes ces pièces les unes après les autres, Oui, je vois une et étoile. vous cinq avez ce qui se cache derrière l'information, la dite information. C'est passionnant, branches, un drapeau bleu. et passionnant. Donc Molins, François Molins, cet homme est particulièrement dangereux. Alors, on va partir à l'étranger. Enfin, si je puis dire, on y était déjà puisque Fabrice Thomas est au Québec. Québec, oui. Voilà. Oui, mais ça concernait tout de même deux L'actualité individus. française. Oui, oui, oui. Bah là, on reste un peu dans l'actualité Oui, oui, française aussi. Alors, on part à Hollywood. Quel commentaire pouvez-vous faire sur l'affaire Harvey Weinstein, donc le producteur d'Hollywood? Alors, j'ai apprécié votre prononciation, Weinstein. Il y a une chose qui m'a prodigieusement amusé quand on a commencé à parler de l'affaire, c'est que nombre de commentateurs Faisait la faute. disaient Weinstein, Ah oui. ce qui dénonçait nettement moins l'origine de l'individu. Weinstein, ça pouvait faire penser à une origine flamande, un truc dans ce goût-là. Bon. Alors, l'affaire Weinstein, ben, c'est très intéressant parce que c'est la... En fait, on se rend compte que c'est la Yiddish Connection. Tout simplement, parce que lui aussi, riche donateur du Parti démocrate aux États-Unis, riche donateur pour Israël, et on apprend aujourd'hui que, en fait, il utilisait d'anciens membres du Mossad pour menacer les jeunes femmes qui portaient plainte contre lui pour harcèlement sexuel, etc. Vous avez intériorisé ce que je viens de dire, Jean? Oui. Bah, Il utilisait les. Il les agents utilisait du des Mossad. membres du Mossad pour menacer, faire taire les jeunes femmes qui portaient plainte contre Weinstein. en effet. À la rigueur, pourquoi est-ce que l'affaire éclate maintenant? Enfin, si je puis dire. C'est la question que je me suis posée. Bonne question, Blandine. Effectivement. C'est la question que je me suis posée parce que Pourquoi il n'y a qu'à serait-il voir, lâché, il y a qu'à par, voir par l'avalanche Mossad, de gens qui se sont mis à dénoncer ces pratiques à Hollywood, qui était toute connue d'ailleurs. qui profitent de l'émergence de l'affaire pour dire ah oui mais je savais, oui j'aurais dû le dire, ah oui je savais, ah oui je savais. Et notamment, alors là j'ai été un petit peu sidéré, l'acteur Brad Pitt, qui est tout de même un acteur connu, qui dénonce justement ces mœurs à Hollywood, qui dit que le lobby, ce lobby domine les États-Unis. Il n'est pas le seul, hein, bien entendu. Donc voilà. Donc tous ces pays occidentaux sont malades. Tous. Et alors, donc, le fameux Weinstein, moi, Alors je vous avais envoyé, je vous avais envoyé un lien. Je ne sais pas si ça va passer là. Ça passe là? Bah oui. On voit Ça, bien. Très, très, très bien. Il est bien vendeur là avec Ouais, sa ouais, tête. ouais. Je crois que c'est assez démonstratif. Je ne fais pas d'entretien avec lui. Balance ton pig. C'est assez démonstratif. Bah oui. Et alors, il ne faut pas oublier, c'est que Weinstein avait partie liée avec Roman Polanski, violeur, que Bernard-Henri Lévy était un chaud partisan des productions de Weinstein, qu'il avait lui-même défendu Roman Polanski quand Polanski avait été poursuivi pour ses viols sur mineurs. Donc c'est vraiment la Yiddish Connection dépravée. Ça serait pas un peu une affaire DSK en fait, un petit peu très ressemblant, puisque l'acteur Robert De Niro avait dit que le Weinstein en question, et lui était en train de préparer un documentaire sur la vaccination. Oui. Donc est-ce que ça serait pas... Alors je ne sais pas, c'est bizarre ce truc-là, je ne c'est- sais pas. Je sais, j'ai vu l'information, je ne sais pas quoi en tirer pour l'instant. Je ne sais pas. Bah, quand tu Parce que Weinstein était en train de préparer avec De Niro un truc sur la vaccination. Il y a quelque chose qui colle. Il y a quelque chose qui colle. Pourquoi est-ce qu'il aurait fait ça d'ailleurs? Qu'est-ce que Ça ça ne fait à colle pas. Weinstein en Ça ne histoire de colle pas, ça vaccination? ne colle pas, ça ne colle pas, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. D'accord. Alors, l'affaire sur Tariq Ramadan, car une plainte a été déposée à l'encontre de l'islamologue et théologien musulman suisse Tariq Ramadan pour viol et agression sexuelle, selon l'un des avocats de son accusatrice. Enda Ayari, c'est ça?
regarde, je ne oui, pas enfin, bref. du nom, je me rappelle pas du nom, mais j'ai vu le truc. Ancienne salafiste, hein, devenue militante féministe laïque. Quoi. Bon, là, Alors c'est très intéressant parce que cette affaire Tariq Ramadan arrive au lendemain de la dénonciation de l'affaire Weinstein, comme un espèce de contre-feu. Bah, c'est parti de cette fameuse... Or, Tariq Ramadan, c'est quoi? Bon, c'est un islamiste qui défend un certain islam, qui est évidemment anti-israélien, comme c'est curieux. Donc, par cette accusation, on fait d'une pierre deux coups. On essaye de faire un contre-feu à l'affaire Weinstein, et en même temps, on dénonce quelqu'un qui défend les Palestiniens. Et le petit clin d'œil fait par Charlie Hebdo, le 6e Et le crime. petit Ça, clin vous d'œil. l'avez vu, hein. Ouais. Ça c'est du propre encore. Or, qui voit-on apparaître dans le sillage de cette dénonciation de Tariq Ramadan? Une vieille connaissance, la militante Caroline Fourest, Ah oui. Forest. Ouais. qui se met à déblatérer contre Tariq Ramadan, Tariq Ramadan, Tariq Ramadan. Non mais faut rester- Mais sur Weinstein, elle ne dit rien. C'est curieux. Hein? Donc voilà. Donc vous voyez, mais ces montages sont tellement visibles, je dirais presque enfantins. Comment est-ce que les Français ne comprennent pas? Quand on disait autrefois que les Français c'était le peuple le plus spirituel du monde, je serais tenté de dire aujourd'hui que c'est le peuple le plus con du monde. En tout cas docile. Hein. Aussi. Docile. Bon, heureusement, il y a tout de même des élites, mais la masse. Alors, pour revenir à cette fameuse Enda Ayari, là, dont on parle à l'instant, selon le site Info Panamza, Enda Ayari accuse le réalisateur Mathieu Kassovitz d'alimenter le terrorisme. Pourquoi? Parce que celui-ci rejette la version officielle du 11 septembre et elle dit que du coup, il abonde dans le sens des théories complotistes, qui a donc alimenterait le terrorisme. Bon, voilà, c'est mon opinion. Que pensez-vous donc de cette fameuse Enda Ayari? Alors, je ne connais pas cette personne, mais je trouve ça particulièrement significatif. Voilà, c'est ça qui les dérange, c'est que de plus en plus de gens, de structures, de sites dénoncent ce qu'il y a eu derrière le 11 septembre. Ça leur reste en travers dans la gorge, parce que je ne dirais pas que tout part de là. Le 11 septembre a été une étape et une accélération de ce qu'il y avait déjà eu avant. Et on peut dire que la stratégie du 11 septembre, c'est la stratégie que l'on retrouve derrière tous les attentats que nous subissons aujourd'hui. Donc, un attentat fait sous fausse flag, c'est-à-dire sous fausse bannière. Bon. Et alors, ce qui a tout de même absolument contradictoire, c'est quand cette personne dénonce ceux qui expliquent ce qu'il y a derrière le 11 septembre en disant qu'il favorise le terrorisme. Mais c'est le contraire. C'est que justement, dans la mesure où on met en garde contre cette fabrication de faux attentats vrais attentats sous fausse bannière, on met en garde contre le terrorisme. Oui. Donc c'est du tout faux. Oui. Mais ce qui est intéressant, de fondamental, que je voudrais que ceux qui écoutent retiennent, c'est que ces attentats sont des attentats sous fausse flag, comme les Américains qui étaient bien placés pour le savoir, notamment des gens qui venaient des renseignements américains qui ont eu l'honnêteté de le dire, ont dénoncé dès le lendemain du 11 septembre. Et rappelez-vous, je l'ai fait à plusieurs reprises dans mes conférences, c'est dans mon livre Le complot mondialiste aussi, cette déclaration d'une structure du service de renseignement de l'armée américaine disant que le Mossad rusé, etc., est capable de provoquer des attentats en le mettant sur le dos du monde islamique. Et ça, la veille de l'attentat du 11 septembre. Je crois que La veille, pas le c'est 10. dans le Los Angeles Times du 10 septembre. Ouais, Quelques heures après avaient lieu les attentats. C'est tout de même extraordinaire. Alors, on va parler un petit peu de Trump, Donald Trump. Alors, que pensez-vous de la déclassification des documents sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy? Ça ne fait ni chaud ni froid.
Ni chaud ni froid, parce que je suis persuadé, j'ai rien vu d'intéressant à ce sujet-là. C'est une façon de faire croire, encore une fois, qu'on va dire toute la vérité au peuple, Alors qu'en fait, en lui masquant quel est le point principal. ouais. Et le point principal de ce que l'on sait, quand même, c'est que Kennedy était très monté contre les associations juives qui dirigent les États-Unis. Rappelez-vous la fameuse phrase d'Ariel Sharon, c'était dans les années 80 à peu près, ou plus tard, je ne me rappelle plus exactement, qui disait nous tenons l'Amérique et les Américains le savent. Et à mon avis, c'est parce que Kennedy, qui était à mon avis un bon naïf, avait compris la chose et ça commençait à la supporter, et qu'il avait l'intention de rogner les ongles de ces structures, qu'il était liquidé. Alors, bon, le déroulement de ce que l'on sait, le lit à Harvey Oswald qui fait le coup, encore un idiot utile, et qui est tout de suite après liquidé par Rubinstein. Classique. C'est tout de même curieux. Rubinstein. C'est même curieux. Vous avez bien prononcé son nom, Rubinstein. 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 Un Non, mais- Alsacien, c'est ça, oui. Voilà. Incroyable. Donc, vous voyez. Mais même Bon, par nous la ne suite- sommes pas. Bon, si on veut dire de nous que nous sommes des complotistes, moi je me fiche du terme. Mais le problème, c'est que les faits que nous dénonçons, ils ne peuvent pas les nier. Hmm. C'est pour ça qu'ils ne peuvent que mentir ou mettre les dredons dessus pour qu'on n'entende pas parler. Ouais. Avant d'être complotiste, il faut déjà être analyste. Voilà, analyste. Analyste. Exactement. C'est plutôt Exactement. ça, analyste. Mais d'ailleurs, après John Fitzgerald Kennedy, il y a son frère, Robert Kennedy, enfin, ils se sont tous passés les uns après les autres. Ils ont tous Mais oui, été, c'est très curieux. tous- Non, tous- comme si justement ils voulaient se débarrasser du clan Kennedy parce que le Ouais. clan Kennedy devait savoir exactement ce qu'il y avait derrière l'assassinat de Ouais, mais de John. Madame Kennedy, là, l'épouse, elle a, enfin, celle qui est morte il y a pas longtemps, elle s'en est toujours sortie, elle n'a jamais été assassinée. Alors, quels étaient les rapports entre le mari et la femme, ça c'est une autre histoire. Oui, le mari était quand même Un petit peu coureur, qui hein. aimait bien la chair. Hein. Ouais, mais. Un petit peu coureur. Hein. Il y avait une certaine Marilyn Monroe Ouais, je sais. qui se promenait dans le coin. Alors, est-ce que ça serait pas du folklore aussi américain qui serait en fait volontairement fait par Hollywood pour alimenter des journaux à scandale ou des... Quoi, les faire de la dénonciation de l'attentat, enfin des soi-disant... Non, cette histoire qui est fabriquée peut-être de toutes pièces, certainement que... enfin, De quoi, de Marilyn Monroe Oui, de Marilyn Monroe. elle était bien chez nous. Tout est possible. Tout Ils avaient est fait le possible. coup avec, en fait, Yves Montand, vous vous rappelez, je sais pas, cette histoire ridicule, qu'Yves Montand avait été à New York, et puis il était revenu victorieux de là-bas, il avait rencontré cette femme, et c'était à demi-mot, en fait. Bon, enfin, c'est pas Donc, important. que la presse cherche à vendre son papier, ça c'est Ouais. certain. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière l'histoire Marilyn Monroe. De toute façon, la malheureuse a été une victime. Là encore, de forces qu'elle ne connaissait pas et qui se sont servies d'elle. Alors, je change un petit peu de région du monde. On quitte les USA pour aller vers la Russie. Le président Poutine déclare vouloir éviter à la Russie le sort de l'Occident où les chrétiens et les blancs deviennent minoritaires. Au moins, il a le sens du propos. Ah, tout à fait, le sens de l'actualité, c'est évident. Et c'est pour ça que, contrairement à certains individus dans mon milieu, je défends Poutine, parce que, bon, il n'est pas parfait, c'est évident, mais il met toujours le doigt précisément là où ça fait mal. Ouais, ouais. Il a réussi en quelques mois ce que les Américains qui prétendaient combattre Daesh n'ont pas réussi. Bah, il La finance- Syrie est en train de redevenir un État indépendant. D'où la fureur, ben, je l'ai cité d'ailleurs dernièrement, d'où la fureur, je ne sais pas si vous avez vu ça, la déclaration de la ministre des Affaires étrangères israélienne, comment elle s'appelle déjà? Qu'est-ce que c'est dans ce dernier numéro? Je sais pas de qui il parle. Disant ceci, je me rappelle de la phrase par cœur quasiment, disant que si Poutine veut survivre, il faut qu'il obéisse à ce que Israël lui dit. Vous avez bien entendu. Ouais. Si Poutine veut survivre, il faut qu'il obéisse à ce qu'Israël lui Il a dit dit. de faire. Ouais. Bon. C'est des menaces de Donc, mort. quand j'entends un Pierre Hillard continuer à bavoter contre Poutine, que soi-disant il serait juif, qu'il est mondialiste, que c'est un allié d'Israël,
Ça me semble tout de même assez curieux. Bon, en tout cas, l'opinion. Et il n'est pas le seul. Alors, la question, on va arriver à la fin de notre entretien. En refusant que la société russe soit infestée par la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, le patriarche Cyril de Moscou et de toutes les Russies a expliqué qu'il était impossible, selon lui, d'avoir l'égalité ou ayant la liberté. Qu'en pensez-vous? Il a tout à fait raison. C'est absolument antinomique. D'ailleurs, il a eu une phrase complémentaire qui est très bien dite, un très bon raccourci. Il dit: c'est comme le gazon que l'on tond. Tout le monde est égal, Oui. mais il n'y a plus de liberté. Et c'est ça la démocratie, Oui, cette oui. prétendue égalité en plus de ça, parce qu'il n'y a pas d'égalité. Quand on voit les Sarkozy, les Macron, les Hollande et compagnie, sans parler des autres, les prédécesseurs, qui bénéficient du système, quand on voit une petite Anne Hidalgo s'en mettre plein les poches, etc., voulez-vous me dire où est l'égalité? Ça, c'est l'égalité vue par le socialisme. Une utopie. Une utopie. Et c'est sur l'utopie qu'on fait marcher les peuples. Et pour les tondre. Depuis la Révolution française, on est en pleine utopie. Voilà. Alors, je change de sujet et on va clore cet entretien très intéressant sur une question, certes d'actualité à côté de chez nous, qui concerne la Catalogne. Donc, dans la controverse sur l'affaire catalane, une chose surprend, c'est l'appui dont bénéficie Madrid de la part de toutes les capitales européennes et des États-Unis, alors que connaissant leurs dirigeants afféodés au mondialisme, on se serait attendu au contraire, c'est-à-dire à ce qu'elles soutiennent les indépendantistes, pouvoir justement éclater les nations et pouvoir n'avoir qu'un amalgame de régions informes, facile à gouverner. Donc voilà, c'est étonnant que l'appui n'ait pas été porté auprès des indépendantistes. Alors, votre question est très intéressante et c'est amusant parce que quand on a la même formation, on tique sur les mêmes choses. Et c'est amusant parce que justement, c'était une question que j'avais moi-même évoquée pour la politique et qui sera dans ma conférence de cet après-midi. Parce que justement, au travers du thème de la conférence, nationalisme, patriotisme, séparatisme, je vais tenter de remettre un petit peu les idées en place. Et justement, je vais répondre à cette question. Alors, je vais déjà y répondre maintenant. Effectivement, c'est surprenant. C'est surprenant. Normalement, je ne comprends pas pourquoi les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre, Macron, etc., soutiennent le gouvernement de Madrid dans sa démarche contre les indépendantistes. Oui. C'est incohérent. Par rapport aux positions qu'ils défendent, c'est incohérent. Et même Jean-Claude Juncker, que j'ai vu à la télévision lors des informations peu de temps après la déclaration d'indépendance, on avait l'impression qu'il s'arrachait les cheveux, en disant mais où va-t-on? Si on va avoir des dizaines de nouveaux membres, ça va être ingérable, etc. Alors, pourquoi, justement, ces pouvoirs occidentaux ne marchent pas dans le sens des séparatistes? Alors, il peut y avoir des explications. Première explication, se brouiller avec l'Espagne, qui est tout de même un membre important de l'Europe communautaire. Deuxièmement, qui se rendent peut-être compte que ce serait ouvrir la boîte à Pandore et que, évidemment, s'il y a des dizaines de séparatismes qui s'agglutinent au sein de l'Europe, ça va devenir totalement ingérable. Déjà que c'est pas évidemment gérable entre les nations actuelles. Ou alors, j'ai une autre thèse là-dessus, c'est que, contrairement, je vais en parler cet après-midi dans ma conférence, contrairement à ce que certains prenaient il y a quelques années, qui pensaient faire aboutir le mondialisme au travers de la fragmentation des nations, il n'aurait même plus besoin maintenant de fragmenter les nations, puisque ce sont les nations entières qui rallieraient d'un seul coup le mondialisme et la gouvernance mondiale. Oui. Il doit y avoir une explication, et l'explication est peut-être un petit peu dans ces trois hypothèses. Mais là, à la limite, tel que c'est parti, rappelez-vous ce discours de Macron devant
les ambassadeurs de France, c'était en janvier, c'est une notion exacte, dans lequel il disait maintenant vous n'avez plus à défendre les intérêts nationaux. Donc pour eux, pour ces mondialistes-là, la nation bascule d'un seul coup dans le mondialisme, dans la gouvernance mondiale. Donc à la limite, la fragmentation en séparatisme, c'est plus tellement nécessaire. On gagne du temps. Ouais. On gagne du temps. Vous pensez que les nations ou les dirigeants de ces nations vont d'office déposer leur... Alors il y aura des pays qui résisteront, Wow. ça c'est certain, il y a des pays qui résisteront, mais si les Français continuent à se faire cocufier par les Macron et compagnie, Ben, Macron apparaît là en grande pompe à la une du Times World Magazine. c'est pas par hasard. On a un Mais alors avant-poste. il y a un petit aparté dans la couverture c'est curieux en disant oui, il voudrait bien être le directeur mondial, mais encore faudrait-il qu'il puisse diriger la France. Ça laisse, ouais, ça laisse, ouais. Pas mal éditeur. Non, mais c'est un personnage fabriqué de toutes pièces, et toute son arrogance vient de ce qu'il sait très bien qu'il est soutenu par toutes ces structures mondialistes, lobby maçonnique, juif et compagnie. Ouais. Il sait qu'il a cette force derrière lui, d'où son attitude de petit coq, parce qu'en fait c'est un faible cet homme. C'est un faible. Ouais. Comment se fait-il que ce garçon, à l'âge qu'il avait, a pu être détourné par une maîtresse d'école? Il y a un problème. Il y a un problème, ouais. Il y a un problème. Il y a une faille. Ouais. Il y a une faille. C'est un faible, et son attitude vis-à-vis de l'armée, vis-à-vis de ce malheureux général de Villiers, c'est le type qui sait très bien qu'il est faible, mais qui se donne une attitude, qui joue au faux dur. C'est pathétique, mais nous en souffrons les conséquences. Absolument. Absolument. Alors, vous en parliez au début de l'entretien, et vous m'aviez proposé qu'on revienne dessus, c'était le courrier de nos lecteurs, en fait. Les gens n'obtiennent pas toujours de réponse, parce que on s'était dit qu'on allait donner une petite annonce là-dessus. Alors effectivement, bon, nous sommes débordés. Je suis débordé parce que c'est moi qui tiens à répondre à tous les courriers que nous recevons. Et ça me prend de plus en plus de temps. Alors il y a des courriers qui valent la peine. En plus de ça, il y a des pièces jointes qui valent la peine d'être ouvertes et lues. Oui. Donc, parce que ça fait partie de la documentation. Et je remercie ceux qui apportent justement ces éléments, soit directement sur notre mail, soit au travers, par exemple, de Facebook. Il y en a quelques-uns qui vraiment sont très pointus, qui dénichent de très très bonnes informations. Oui, c'est vrai. Donc ceux-là, je tiens à les remercier. Oui. Par contre, les autres, qui cherchent à se faire valoir en faisant des commentaires, ou en disant « Et pourquoi vous ne parlez pas de ci? Et pourquoi vous ne parlez pas de ça? Et répondez-moi, et répondez-moi, et pourquoi vous ne me répondez pas ?» Je les envoie au diable. Pour être Vous poli. savez pas Pour être toujours poli. Je n'ai pas le temps de Ouais, il y a répondre. toujours le temps. Ils cherchent à se faire valoir. Ouais. Leur message ne m'apporte strictement rien. Et il y en a un dernièrement, c'est mon collaborateur qui s'occupe des abonnements qui m'a alerté là-dessus. Un abonnement à un type qui avait pleuré misère pour avoir un abonnement à la politique à tarif réduit. Bon, il n'était pas chômeur, il n'était pas étudiant. Pour chômeur et étudiant, il y a un tarif réduit. Disant oui, ma retraite, etc., etc. Donc on lui avait fait tarif Réduit. étudiant et chômeur réduit. D'accord. Arrive le moment de son réabonnement, et bon, il faut dire qu'il fait partie de ces gens qui avaient envoyé des messages auxquels je n'avais pas répondu, D'accord. pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Mhm. Et qui répond à mon collaborateur, « Ah mais puisque vous ne répondez pas à mes messages, je ne vous donnerai pas les justificatifs de mon versement. » Résultat, j'ai dit à mon collaborateur, vous lui répondez que dans ces conditions-là, il était radié définitivement de la liste de nos abonnés. Bon. On ne court pas après les abonnés, on en a assez, et on n'a rien à faire des emmerdeurs. Bien sûr. Sur ces bonnes Et paroles. alors attendez, il y avait autre chose sur laquelle je voulais revenir. Il y a une chose aussi, ça, c'est connexe à ça. C'est sur le contenu des messages, enfin, oui, des messages des réseaux sociaux. Mhm.
où on trouve justement de bonnes choses, comme je viens de le dire, mais toute une bande d'individus qui se défoulent, qui procèdent par injure contre les juifs, contre les francs-maçons, etc., etc., mais qui n'apportent rien, qui se contentent d'insulter. Vous savez très bien que je n'insulte jamais l'ennemi. Je le démonte tel qu'il est, sur base de ses propres textes. Or, dans toute, et dernièrement, le décret qui vient de passer, contre ceux qui agissent contre l'idéologie du pouvoir, sont désormais passibles de poursuite. Et qu'il y aura même des séances de rééducation. Ça, c'est grave. Hein, pour rappeler. J'en ai parlé dernièrement. Oui, ben redites-le. Eh bien, c'est grâce à ces individus qui se défoulent bêtement sur Internet qu'on a ça. Parce que ça donne matière au pouvoir à édicter ce genre de décret. Et je dénonce ces attitudes. Ces gens-là, il faut les ignorer. Pas rentrer, pas aller applaudir. Ah, bien dit et bien dit et bien dit. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la dénonciation par leur propre texte des desseins de nos ennemis. Point. Voilà, je voulais clôturer là-dessus. Merci, monsieur Boncard.